Bienvenue à tous, voici les titres de ce 13h. Procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale annonce aujourd'hui son intention de faire appel. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre avaient été acquittés hier par les juges. En Côte d'Ivoire, une avancée notable des travaux de construction du lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise. Travaux exécutés à 60%. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique a visité récemment le chantier dans la commune de Grand Bassam. Enfin, 432 voix contre et 202 voix pour. Les députés britanniques rejettent l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne. Bonjour à tous. Tout d'abord, le Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Des informations sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, les procureurs de la Cour pénale internationale vont faire appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo. Hier mardi, la Chambre de première instance de la CPI avait en effet acquitté de crimes contre l'humanité l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé. Les explications de Gabriel Zani. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, et Charles Blé Goudé acquitté hier mardi de crimes contre l'humanité. Mais ce n'est pas encore fini. Les procureurs de la CPI ont décidé de faire appel de la décision. L'audience de ce mercredi 16 janvier a été pour l'accusation, notamment le bureau du procureur, l'opportunité d'exposer les arguments selon lesquels Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent rester en prison le temps de la demande d'appel. Selon l'accusation, les deux hommes pourraient tenter de fuir. Le procureur, qui conteste visiblement cette mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, demande que leur libération soit soumise à des conditions strictes. Pour la défense, une mise en liberté soumise à des conditions viendrait à reconnaître qu'ils sont coupables alors qu'ils ne le sont plus. Selon les avocats de la défense, au contraire, leurs clients ont été acquittés. Ils sont reconnus innocents et par conséquent, ils doivent être libérés comme l'ont affirmé les juges à la majorité. Cela dit, les juges de la Chambre d'appel doivent maintenant se prononcer sur la recevabilité ou non de la demande de l'accusation. La mise en liberté de l'ancien président ivoirien et de Charles Blé Goudé est donc suspendue à une réponse de la Chambre d'appel. Le juge annonce une autre décision relative à cette requête ce mercredi après-midi. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé ont finalement été acquittés hier par les juges de la Cour pénale internationale. Mais cette décision est condamnée notamment par les familles des victimes de la crise post-électorale. Elles ont manifesté aujourd'hui leur mécontentement dans la commune d'Abobo. Le constat de Alexis Ouedraogo. Rond-point d'Abobo-Banco ce mercredi, une manifestation initiée par les parents des victimes de la crise post-électorale. Ils protestent contre la décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Gbagbo, on nous dit qu'il a été acquitté de ses droits et Blé Goudé. Non, nous les femmes d'Abobo, on ne peut pas rester sur ces mots. On a été témoins des faits. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non. On est contre la libération de Gbagbo. Les manifestants déplorent aussi le regain de violence que cette situation entraîne aujourd'hui. Quand on dit qu'il a été acquitté, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Maintenant, qui a fait? Qu'on nous dise qui a fait. Outre la décision de libération attendue, la Cour pénale internationale devra aussi se prononcer sur le processus de prise en charge des victimes de la crise post-électorale dans le pays. Les victimes de la crise post-électorale expriment donc aujourd'hui leur déception quant à la décision d'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Nous les écoutons. Le verdict de l'acquittement prononcé par la CPI, la décision de la juridiction internationale a suscité diverses réactions au sein des populations. Bon. Les autres, ce qu'ils disent, c'est pas crédible. Parce qu'il a tué plus de 3 000 morts. Donc on n'est pas d'accord. Il faut qu'on le condamne, parce que c'est dangereux dans la vie. Franchement, je ne suis pas contente.
Je ne suis pas contente du tout. Parce que nous qui sommes à Bobo ici, on a trop souffert. Le collectif des victimes exprime son inquiétude. Aujourd'hui, à travers cette décision de justice, la Cour pénale internationale vient de démontrer son incapacité notoire à faire manifester la vérité, à garantir l'impunité. Les victimes et les familles, elles ont fait confiance à cette institution de justice internationale. Elles avaient pensé que cette institution de justice allait leur permettre de connaître la vérité et de faire le deuil de leurs proches assassinés et de voir leur dignité restaurer, ce qui n'a pas été le cas. Depuis La Haye, Maître Paulina Massida, avocate des victimes dans le procès à l'encontre de Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé, dit regretter la décision de la CPI. Je regrette que cette décision mette en péril la quête de justice des victimes qui ne sont pas en mesure de connaître exactement le raisonnement de la Chambre quant aux raisons qui ont justifié la prise de cette décision. La décision rendue par la Chambre de première instance n'est pour autant pas définitive. Les victimes restent donc confiantes que la suite de procédures leur rendra justice et que leur quête de justice pourra enfin triompher. Poursuivis pour crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient en détention à La Haye depuis 7 ans. Alors d'un côté, beaucoup de déception, mais de l'autre, une joie explosive hier, notamment dans la commune de Yopougon et dans la ville de Gagnoa, fief de l'ex-président Laurent Gbagbo. Après la décision de son acquittement par la Cour pénale internationale, ses partisans, pour la plupart militants du Front populaire ivoirien, ont jubilé et crié pour exprimer leur satisfaction. Herman Guivet les a rencontrés. Yopougon, place CP1. Le sport occupe le terrain. À proximité, rassemblés sous un arbre des partisans de Laurent Gbagbo. Suivent les infos. En une fraction de seconde, la politique prend le dessus sur le sport. La décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcée par les juges de la Cour pénale internationale vient de tomber. Scène de liesse mêlée d'émotion. Une décision qui, pour eux, contribuera à la réconciliation nationale. Je pense que sa libération va réunir encore les Ivoiriens pour qu'il y ait une paix. Et c'est ça que nous attendons. Même son de cloche à Mama, village natal de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens attendant que ça seulement pour dire que effectivement la réconciliation est possible. Idem à Gagnoa, ville désignée comme étant l'un des bastions du Front populaire ivoirien. La libération de Gbagbo va unir, va réconcilier les Ivoiriens et tous ces blocs-là. Dans plusieurs quartiers de Yopougon, les mêmes scènes étaient visibles. Il convient cependant de signaler que la nouvelle a été diversement appréciée dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Tout autre chose à présent, le comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance s'est réuni hier à l'inspection générale d'État. C'est dans la commune du Plateau. Objectif, définir la feuille de route pour conduire le processus d'auto-évaluation de la gouvernance dans le pays. Les précisions de Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire se dote d'un programme national de gouvernance pour renforcer la bonne gouvernance dans le pays. L'inspecteur général d'État Wandoli Théophile a procédé au lancement du comité de pilotage du programme. Haute autorité pour la bonne gouvernance, inspection générale d'État, secrétariat national au renforcement des capacités et MAEP, autant de structures réunies pour définir la stratégie et la feuille de route de l'élaboration du dit programme. La présente rencontre du comité de pilotage est importante et à plusieurs titres, puisque c'est de rampe de lancement des activités du comité national de pilotage du plan national de gouvernance. Plus particulièrement, ces rencontres doivent permettre non seulement de présenter l'équipe du comité national de pilotage et les principaux défis qui se présentent au dit comité, mais également de passer en revue la feuille de route de l'élaboration du plan national de gouvernance. Rappelons que depuis le 29 janvier 2015, le mémorandum d'entente conclu par la Côte d'Ivoire sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs l'oblige à faire son auto-évaluation et à se faire évaluer par les autres pays.
Le volontariat, programme visant entre autres à renforcer chez les jeunes leur engagement civique. Depuis 2016, le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement ont lancé la phase pilote d'un programme de volontariat dans 3 régions du pays. On en parle avec Cheikh Koné. Dieudonné Founingbe vit à Kamonoukro, un quartier de la commune de Bouaké. Il est étudiant en maîtrise de sociologie. Il a 27 ans et est en quête d'un boulot. Trouver un premier emploi quand on est jeune diplômé, tel est le rêve caressé par Dieudonné depuis plusieurs années. Après des tentatives infructueuses, il fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Il y a quelques mois, Dieudonné est recruté comme volontaire à la mairie de Bouaké. C'est une opportunité pour moi, une aubaine pour moi en tant que jeune qui n'avait pas d'activité au préalable. Aujourd'hui, cette activité-là me permet de m'épanouir socialement. Dieudonné se rend désormais tous les matins à sa nouvelle fonction. En qualité de volontaire dans le programme national de volontariat, son contrat a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Durant cette période, Dieudonné sera chargé du contrôle et du recouvrement des taxes municipales auprès des contribuables. Une mise en situation réelle pour ce primo, demandeur d'emploi. Aujourd'hui, à partir du volontariat, on peut se frayer une place dans le monde de l'emploi. Et cette opportunité-là va te permettre à toi, volontaire, demain, d'avoir une compétence dans un milieu quelconque. Et à la fin, peut-être de ton contrat de volontariat, tu peux t'insérer. En Côte d'Ivoire, les primo-demandeurs d'emploi, on en compte un peu plus de 240 400, selon l'agence Emploi Jeunes. Le programme de volontariat leur offre cette opportunité. Contrairement au bénévolat qui est un engagement libre sans condition, le volontariat est un engagement contractuel et exclusif dans lequel une personne apporte un appui limité dans le temps à une structure privée ou publique. À la mairie de Bouaké, l'arrivée des 34 volontaires du programme national de volontariat, à l'instar de Dieudonné, a redynamisé le service de recouvrement. Auparavant, on n'avait pas assez d'équipes. On n'avait seulement que 5 équipes pour contrôler tout Bouaké. Ce n'était pas normal. Avec leur arrivée, il y a des moments où nous sommes allés jusqu'à 15 équipes. Et ce qui faisait que aujourd'hui, au niveau du recouvrement de la mairie de Bouaké, nous sommes un peu en avance par rapport aux autres années. À fin 2018, l'appui des volontaires fait doubler les objectifs de recettes à la mairie de Bouaké. Environ 175 millions de francs CFA contre moins de 100 millions en 2017. Ces jeunes ont vraiment contribué à la sensibilisation des contribuables sur le marché et aujourd'hui, ce sont des résultats très visibles. Avec une frange de la population ivoirienne de moins de 35 ans estimée à 77%, le gouvernement multiplie les canaux de promotion pour l'employabilité des jeunes. Un programme national de volontariat est en cours d'élaboration. Entre-temps, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a décaissé 3,5 milliards de francs CFA pour la phase pilote du programme de volontariat. Un engagement dont l'objectif est de produire un effet induit sur la question de l'employabilité des jeunes. Le jeune ne doit pas venir pour chercher un intérêt à lui, mais chercher un intérêt pour le pays. Je viens apporter ma contribution. Mais nous ne pouvons pas dire que ce jeune qui vient ne tirera à rien. C'est de là que nous parlons d'effet induit de ce programme. Ce programme également apporte un plus à ces jeunes parce que vous leur offrez 6 mois à 1 an de mission de volontariat et après ces 1 an, ces jeunes tirent une expérience de travail qui peut valoriser. Depuis son démarrage, la phase pilote connaît un véritable engouement. Elle a enregistré 2775 candidatures pour 645 volontaires mis en mission auprès de 73 structures d'accueil. Des structures privées ou publiques confrontées, le plus souvent, à des contraintes d'ordre financier et humain. L'arrivée des volontaires est accueillie comme une bouffée d'oxygène. On a ouvert avec une double contrainte, le besoin d'expertise et une contrainte financière. Et donc, c'est ce qui nous a motivés pour faire appel au programme de volontariat du PNUD, qui a permis d'identifier une assistante sociale qui a été mise à disposition de la structure. Ce qui permet évidemment, en fait, c'est un double service. Donc, on lui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et nous, en fait, on réduit un peu la masse salariale. Les subsides extérieurs se font de plus en plus rares. Et nous sommes dans l'obligation de trouver au plan national des possibilités pour contribuer de façon substantielle à notre budget. Le fait que nous puissions avoir ces jeunes qui sont pleins de dynamisme était une occasion pour nous
d'aider donc notre département de collecte de fonds et de communication à booster leur activité. Le principe est simple. Les volontaires affectés dans ces structures perçoivent chacun une rétribution mensuelle de 50 000 francs CFA payée par les partenaires du programme, à savoir l'État, le PNUD et Volontaires des Nations Unies. Lancé en 2016 dans 3 régions, à savoir le district d'Abidjan, les régions du Gbeke et du Tonkpi, la phase pilote est prévue pour durer 3 années. En 2019, la fin du projet approche que déjà les acteurs plaident pour sa reconduction. Moi, je pense bien que c'est un projet qui n'a vraiment pas son sens de disparaître après 2019, mais plutôt de l'étendre à tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. À travers ce programme national de volontariat, l'employabilité des jeunes diplômés ou non pourrait avoir un début de solution durable. Débuté en juin 2016, le projet pilote prend fin en décembre 2019. Qu'en sera-t-il de la suite? La Côte d'Ivoire va-t-elle enfin rendre opérationnel son programme définitif de volontariat à l'échelle nationale? La question reste posée. Toujours en Côte d'Ivoire, où en sont les travaux de construction du lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se sont rendus récemment sur le terrain dans la commune de Grand Bassam pour voir l'avancement des travaux. Le point avec Sephora Zegui et Grace Kando. Bâtis sur une superficie totale de plus de 19 hectares, les travaux du lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam sont achevés à 60%. Bâtiments administratifs et salles de classe sont sortis des terres après plus d'1 an du démarrage des travaux. À quelques mois donc de la remise officielle des clés de ce lycée d'excellence, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle visite le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. Je pense que les choses se déroulent correctement selon le cahier des charges. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons que l'œuvre se met vraiment en place. Et je dois dire que nous sommes témoins de cette histoire-là. Au moment où on est en train de porter l'établissement sur les fonds baptismaux, nous sommes venus avec beaucoup de joie et je voulais ici exprimer la satisfaction du ministère à nos amis de la Chine. Zandé, chef du projet, a traduit l'engagement de la Chine à veiller à ce que la société en charge du projet respecte le délai de livraison et garantisse la qualité du projet. Actuellement, nous sommes aux zones dortoirs. Vous allez voir les dortoirs des lycéens, les collégiens, dortoirs d'enseignants et puis villas de proviseurs économes. Le travail sera bien avancé avant la date. Le futur lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam est composé de 25 salles de classe, d'un internat mixte, d'un complexe sportif avec un terrain de football, une piste d'athlétisme, un gymnase, une piscine olympique, 2 terrains de basketball, 2 courts de tennis et 3 terrains de volleyball. Le lycée comportera aussi d'autres bâtiments et ouvrages annexes, dont un auditorium, une infirmerie, un château d'eau, des voiries et réseaux divers. Il sera livré le 4 septembre prochain. Des tables bancs, du matériel didactique et une coopérative scolaire pour 3 écoles primaires publiques de Toumoudi dans la région centre du pays. Ce don de la ministre Raymonde Goudou-Kofi veut contribuer à la bonne marche de la politique gouvernementale de l'école obligatoire. Léon Brou de RTI Bouaké. EPP Kwadiokonakro, département de Toumoudi. 2 ans déjà que cette école communautaire, créée en 2012, a intégré la carte scolaire après l'adoption en 2015 de la loi sur l'école obligatoire. Mais seulement 5 classes, du CP1 au CM1, encore en matériaux précaires,
à l'image de ce campement d'environ 1000 âmes dans la sous-préfecture de Kouébo. Tout aussi précaires, les conditions de travail. Nos élèves sont obligés de se coincer 5 à 6 parce qu'il n'y a pas d'état-banc. Nous n'avons pas de livres aussi, les guides maîtres non plus. 5 enseignants, dont 3 bénévoles pour 136 écoliers, dont 79 filles. La scolarisation de la petite fille à Kouadiokonakro, saluée par la ministre de la Modernisation de l'administration. Chers parents, je vous félicite pour le nombre de filles, car vous avez bien compris le message du président Alassane Ouattara d'inscrire les filles à l'école et de leur donner toutes leurs chances. Traduction concrète des encouragements de Raymond Goudou Kofi, 100 tables-bancs, 6 mallettes pédagogiques, 20 machettes, 10 arrosoirs, 10 pelles, 10 brouettes, de quoi renforcer les capacités de l'EPP Kouadiokonakro et de 2 autres écoles de Toumoudi. La force d'un État repose sur la qualité de l'éducation de sa population. Je me réjouis donc ce jour de pouvoir, moi aussi, apporter ma contribution à cette noble vision du chef de l'État, ici, dans mon département, dans ma sous-préfecture de Kouébo. Raymond Goudou Kofi de s'engager à intercéder pour la construction de bâtiments modernes en remplacement des écoles en matériaux précaires invite à davantage faire confiance au président Alassane Ouattara. Des actions pour conserver et préserver le parc national de Taï, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Les membres du comité de gestion locale de cette réserve nationale ont été instruits récemment sur le développement vert. Les explications de Ève Boué. Les membres du comité de gestion locale, CGL, du parc national de Taï sont formés sur le concept du développement vert ou durable. Un mode de développement économique cherchant à concilier le progrès économique et social et la préservation de l'environnement pour les générations futures. Une formation utile pour conserver la diversité biologique avec la participation de l'ensemble des populations riveraines. Ça nous permettra nous-mêmes d'avoir des arguments pour améliorer notre quotidien et aussi mettre à l'aise ceux à qui on demande toujours de nous accompagner pour parler de la conservation. On veut tendre vers une gestion patrimoniale du site. Que les populations sachent que le patrimoine, le parc, c'est leur affaire. Outre cette séance de formation, le comité de gestion locale du parc national de Taï a fait le bilan des activités de 2018 et planifié celle de 2019. En définitive, cette aire protégée se porte bien, mais les responsables plaident pour une amélioration des voies d'accès et pour l'acquisition de matériel roulant adéquat. La périphérie du parc, il n'y a pas de route. Nous faisons un plaidoyer pour que la route Guglo, Tabou, via Taï, vraiment si c'est bitumé, ça va nous soulager. Tous les secteurs aujourd'hui n'ont pas de véhicules. Quelques véhicules qu'on a sont surexploités. Et encore, on tape aux portes pour nous soutenir, pour nous aider à trouver des engins assez robustes pour pouvoir mener à bien notre mission. D'une superficie d'environ 5360 km², le parc national de Taï, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine. En effet, classé patrimoine mondial de l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 1982. Cette aire protégée renferme plusieurs espèces endémiques et présente un potentiel touristique énorme. Direction San Pedro, où l'usine Sifcacop reprend ses activités après une fermeture de plus de 10 ans. Elle vient ainsi renforcer le tissu économique dans la région. Les détails avec Noël Niagno-Sakalou. C'est reparti pour l'usine Sifcacop de San Pedro après 10 ans de fermeture. Un instrument de régulation des exportations dans la filière café-cacao. Il est bâti sur une superficie de 2500 m² avec une capacité de stockage de 60 000 tonnes et un laboratoire d'analyse. Il vient donner espoir aux producteurs de la région. Aujourd'hui, beaucoup de coopératives aspirent à l'exportation et cherchent à émerger. Mais seul, on n'y pourra jamais. Il faut
une grande entreprise phare qui va coordonner et soutenir les coopératives de base pour pouvoir émerger. Les perspectives, exporter 8000 tonnes de café et cacao d'ici à janvier 2019. Le personnel s'est engagé à mener à bien cette mission. Quant au directeur général du groupe Sifka-Coop, il a rappelé les avantages liés à la réouverture de l'usine. Aujourd'hui, l'ouverture du site de San Pedro va être une solution à l'emploi dans un premier temps dans la région de San Pedro, et ça va être également une solution pour l'exportation du café et du cacao. Le Sifka-Coop va permettre la rapidité dans le fonds de développement des coopératives et des producteurs. Vous prenez le produit de la campagne, vous arrivez à Sifka-Coop, vous le livrez et nous, dans la journée, nous payons. Le groupe Sifka-Coop, c'est 10 centres de collecte et 2 usines réparties sur le territoire national. Avant l'usine de San Pedro, le centre de collecte de Daloa a été réhabilité. Et pour terminer l'actualité nationale, cette cérémonie de distinction d'une trentaine d'ambassadeurs de paix. C'est une initiative de la Confédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire. Objectif, amener les filles et fils de Côte d'Ivoire à cultiver la paix. On en parle avec Didier Nguessan. Une écharpe, une feuille de route et un diplôme. Ils sont au total 38 personnes à recevoir ce kit de la part de la Fédération pour la paix universelle qui les distingue en qualité d'ambassadeurs de paix. Issus de la chefferie traditionnelle, de la société civile ou des forces armées, ces nouveaux ambassadeurs de paix ont été choisis pour leurs efforts à promouvoir la cohésion sociale dans leurs communautés respectives. Je suis à la tête d'une organisation qui œuvre dans le domaine aide au développement. C'est une organisation qui aide la politique sociale de son Excellence M. Alassane Ouattara, notamment en construisant des écoles, des centres de santé, adduction à l'eau potable, électrification villageoise, aide aux femmes démunies, aux enfants démunis. Je vais me mettre à la tâche pour relever le défi. Nous devons déjà rendre gloire à Dieu parce que la paix appartient à Dieu et c'est Dieu qui s'appelle le prince de paix. Et je crois que m'avoir distingué dans cette nation en tant que telle, je ne peux que continuer l'œuvre de Dieu qui m'a déjà confiée, de pouvoir m'occuper des autres. La mission qu'on nous confie aujourd'hui, elle est grande et noble aussi. C'est d'abord créer ce climat de paix dans nos familles, dans nos villages, autour de nous-mêmes, et dans notre communauté. Cette mission d'abord appelle aussi à vivre dans la justice. Parce que pour nous, la justice, c'est l'épouse de la paix. Pour les organisateurs, chaque citoyen doit travailler à construire un monde qui valorise les idéaux de paix. La Fédération distingue pour cela 5 principes universels. À savoir qu'il faut d'abord, pour faire la paix, être quelqu'un qui croit en Dieu. Il faut ensuite, pour faire la paix, être quelqu'un qui croit à ce que l'être humain est capable de faire la paix, grâce essentiellement à sa dimension spirituelle. Qui croit aussi en ce que la famille est une véritable école de l'amour et de la paix, qui croit aussi que vivre pour les autres est le chemin idéal pour parvenir à la paix, qui croit enfin que pour faire la paix, il faut une coopération, il faut une collaboration entre les religions, entre les politiciens, entre les ONG. La commune d'Abobo a été désignée meilleur conseil de paix. Hors de chez nous, le Royaume-Uni, 432 voix contre et seulement 202 voix pour. Les députés britanniques ont rejeté hier l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne. Au Kenya, une vingtaine de morts hier dans l'attaque d'un complexe hôtelier de Nairobi, la capitale. Offensive revendiquée par les islamistes radicaux somaliens Shabab. Enfin, le Libéria veut protéger les requins et rares. En effet, selon les experts environnementaux, ces 2 espèces en danger jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème marin. Les explications de Alexis Ouedraogo. Il est 7 h à West Point, bidonville de la capitale libérienne. Kojo sort 2 requins de sa pirogue à moteur. Tout juste rentré au port, il les dépose sur le quai. Les requins sont loin des côtes. Vous ferez 45 miles avant d'atteindre l'endroit où se trouvent les requins. Et les requins ne viennent plus comme avant. Avant, nous avions l'habitude de tuer 200 à 300 requins et de les amener.
Les requins et les raies jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'écosystème marin. Leur disparition des eaux de l'Atlantique qui bordent le Libéria aurait des conséquences catastrophiques pour les réceptifs coralliens et l'herbier marin. Ils constituent les habitats essentiels au développement des poissons. Nous avons des raies géantes du diable et des grands requins marteaux qui figurent sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes donc très préoccupés et de nombreuses recommandations ont été faites au gouvernement par l'intermédiaire de la NAAFA, la National Fisheries and Aquaculture Authority. Des engagements ont été pris pour que la FEJ, la Fondation pour la justice environnementale, soit en mesure de préparer un plan d'action national pour les requins et les raies au Libéria. Un plan d'action de 3 ans est mis en œuvre pour protéger ces espèces et par ricochet les poissons. Quelques 33 000 personnes vivent de l'industrie de la pêche et 65% des protéines animales consommées par quelques 5 millions d'habitants de ce pays voisin de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire proviennent de la mer. Merci de votre attention.